dériver sur des lectures extrémistes et violentes des textes est une réalité qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas dire ça n'existe pas. On ne peut pas le dire, et je peux vous dire en l'occurrence que quand j'ai eu à intervenir sur la question à Londres, puis ensuite sur la question, même sur les propositions, sur ce qui s'était passé en Jordanie, puis au Maroc, puis au Mali, parce qu'il faut faire attention, la radicalisation, les principales victimes de la violence et de l'extrémisme sont des musulmans, c'est pas l'Occident, c'est des gens du Sud, c'est pas l'Occident. L'Occident, de ce point de vue-là, est, en termes de victimes, marginal par rapport à ça, même si ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé à Madrid, ce qui s'est passé à Londres, la condamnation elle doit être ferme. Donc, des processus, et là on a eu une discussion sur le mot radicalisation, parce que aux États-Unis comme en Angleterre, est-ce que c'était le bon mot? Parce que le mot radical, en tant que tel, c'est pas un mauvais mot. Il faut être parfois radicalement courageux, radicalement réformateur, radical dans ses prises de position par rapport à l'oppression. La radicalisation dont on parle, elle a été même changée dans le vocabulaire du gouvernement anglais puis du gouvernement américain, à la suite de l'anglais d'ailleurs, dans les institutions internationales en parlant d'extrémisme violent. D'extrémisme dans la lecture et de violence dans l'attitude, dans la façon d'intervenir sur le champ politique par la violence et par le mot. Et donc en l'occurrence, ça, il faut dire que ça existe et que nous le condamnons. Deuxième chose qu'il faut faire, une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite clarifier de qui parle-t-on. Pourquoi? Parce que vous avez, on va revenir à eux, des petits malins en politique qui vont utiliser notre définition et en disant, ben voilà, on parle d'eux. Le premier exemple, c'est Netanyahou, intervenant à la tribune des Nations Unies et en disant, eh bien, nous luttons contre Hamas, et Hamas c'est la même chose que Daesh, c'est la même chose que l'État islamique. Un mouvement de résistance à l'oppression israélienne est utilisé et identifié et qualifié par l'oppresseur comme de l'extrémisme violent. Ah non, ah non, ah non, vous nous avez fait le même coup avec Mandela. Avant qu'il soit une icône internationale, vous avez dit c'est un terroriste et pour ça il a passé 27 ans de sa vie en prison avant que vous l'accueilliez comme le héros de toutes les nations. Mais qui a soutenu l'apartheid en Afrique du Sud? Qui a été le soutien? Les États-Unis, les pays européens, Israël ont été les premiers à soutenir. Et tout à coup, on oublie vite le passé, on oublie vite, on s'auto-pardonne très vite. Et Mandela est devenu l'homme de paix. Et la différence, c'est que Mandela, de l'ANC, a toujours dit la résistance à l'oppression, la résistance à l'apartheid et la résistance à l'oppression israélienne est légitime. L'Irak, la Syrie, le Daesh qui tue aujourd'hui n'a rien à voir avec la résistance palestinienne, rien à voir avec le Hamas. Il y a une résistance légitime qui n'a rien à voir avec la violence radicale, elle a à voir avec la résistance légitime. Et ceux qui ont utilisé les armes de la terreur, du meurtre et du meurtre des innocents, ça n'est pas Hamas d'abord, c'est Israël qui tue en toute impunité. Donc, une fois qu'on a reconnu le fait, on clarifie sans confusion. Il n'y a pas à identifier ces mouvements-là, un mouvement de résistance politique à la légitimité de sa résistance et de la résistance de ses armes, quand, en l'occurrence, ceux qui le pressent utilisent les armes de la destruction. Parce qu'au bout du compte, qui est terroriste quand on envoie des bombes sur des écoles, quand on envoie des bombes sur des hôpitaux? À qui donner la leçon? Et moi je suis impressionné que Netanyahou puisse entrer aux Nations Unies et dire des insanités pareilles. Il a fallu le courage d'une présidente argentine pour pouvoir répondre, et la lâcheté, la veulerie et le manque de courage de tous les États arabes, tous sans exception, des lâches, des lâches. Parce que rien n'est dit de ce point de vue-là. Mais ce seront les premiers à venir condamner le radicalisme et la lecture violente. Et de ce point de vue-là, poser un principe de condamnation, poser un second principe de clarification. De qui parle-t-on exactement? De qui parle-t-on? Et même d'ailleurs,
on peut aller même dans la résistance en accord ou en désaccord avec certains des moyens. Ce que j'ai dit, par exemple, en l'occurrence, c'est que je suis pour la résistance palestinienne, mais je ne suis pas pour qu'on tue des innocents dans les civils en Israël. Je ne défends pas cette... Donc vous voyez bien, même là, on doit de ce point de vue-là faire attention à ce que l'on dit et ce que l'on soutient. Une résistance légitime contre l'armée, tuer des innocents, ça n'est jamais justifiable pour ce qui me concerne, et même en Palestine. Deuxième élément, après la clarification, très rapidement, et la condamnation, c'est qu'il y a de ce point de vue-là des questions qu'on doit poser. Et donc, il ne s'agit pas simplement de s'asseoir et puis de condamner. Il faut que l'on condamne, puis ensuite, il y a des questions en amont qu'il faut se poser. La première des choses, et c'est une vraie question que j'ai à laquelle je n'ai pas de solution maintenant, ou encore pas de réponse définitive. Comment se fait-il que, avec tous ces peuples qui ont été opprimés sur la terre, c'est vrai par rapport à l'Afrique, c'est vrai par rapport à la Palestine, dont on parle, c'est vrai par rapport même aujourd'hui au Myanmar, en Birmanie, pour toutes ces oppressions-là, tous ces morts, et je peux vous dire qu'en termes d'assassinat, de meurtre, de torture et de viol, les comptes et les rapports que nous avons sont terribles. Eh bien, on n'est pas eu des femmes et des hommes qui partent de cette façon-là. La seule chose qu'on a eue qui ressemblait un peu, mais à une quantité moindre, ça a été la Bosnie. On a eu des gens qui sont partis, et tout à coup, en Irak et en Syrie, on a des dizaines qui partent de partout. Je reviens là de Malaisie, j'étais avant-hier là-bas, même jusqu'à Brunei, vous avez des jeunes qui partent. Un jeune, doctorant, il finissait son doctorat dans 3 mois. Dans 3 mois, il finit son doctorat, il a disparu. Il part en vacances en Turquie, en fait, il se retrouve là-bas. Maroc, toute la périphérie, Afrique, et puis la Belgique, puis la France, puis l'Angleterre. Pourquoi maintenant ces réseaux fonctionnent-ils de cette façon-là? Ça, c'est une vraie question. Parce que moi, j'aurais pensé, beaucoup plus naturellement, avoir la charge émotive de la Palestine, parce que ce serait plutôt là-bas que les gens auraient aidé. Alors on me dit c'est l'accessibilité. Mais là, il y a un vrai problème par rapport à ce pourquoi. Donc, premier des éléments, qui sont ces réseaux? Comment fonctionnent ces réseaux? Parce que je vais vous raconter une petite histoire qui m'a été racontée par un officiel marocain. Un petit groupe de jeunes se retrouvent dans un avion pour partir au djihad. Ils sont dans le même avion. À partir du Maroc, ils partent en Turquie. Depuis la Turquie, ils vont rentrer en Syrie et en Irak. Ils partent. Ils sont dans le même avion. Arrivés en Turquie, ils sont séparés dans les groupes et ils doivent rentrer donc en Syrie. Et à un moment donné, 3 semaines plus tard, ils se retrouvent sur le champ de bataille l'un contre l'autre. C'est-à-dire que ceux qui sont partis sous la même cause se retrouvent sur le champ de bataille en train de s'entretuer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent, essayent de s'en sortir, prennent 2 semaines pour repasser par la Turquie, arrêter en Turquie, retour au Maroc et en prison à l'heure actuelle au Maroc. Et c'est au Maroc qu'ils racontent cette histoire-là. En d'autres termes, il y a des réseaux qui sont en train d'attirer des jeunes et des moins jeunes dont on n'est pas du tout sûr de leur intention. C'est pas pour qui ils travaillent. Il y a quelque chose de très, une inconnue, de pas net dans tout ça. Notre condamnation, elle doit être claire. Et nous, ce que nous avons à faire en Europe, c'est de travailler en amont, en critiquant ces prises de position-là, en développant une véritable façon de comprendre quelle est la résistance à laquelle nous appelons. C'est une résistance citoyenne, c'est une résistance impliquée dans la société, c'est une voix qui soit une voix critique, et en même temps, de faire ce que nous avons à faire en amont, à savoir si on continue à être aussi stupide, à tomber dans ces pièges qui consistent systématiquement à tomber entre chiites et sunnites, sans avoir rien compris à ce qui est en train de se passer, les divisions internes, nous sommes les premiers à donner le bâton pour nous faire battre. C'est ça la réalité. Et ça veut dire qu'en amont, nous devons faire un travail sur, 1, une meilleure connaissance de nos principes, 2, une meilleure gestion de notre diversité, 3, une meilleure gestion de nos différences d'opinion politique. On a le droit d'avoir des opinions politiques qui soient différentes, sans que ça nous fasse tomber dans ce
Ça aussi, ce qui est en train de se passer, c'est nous sommes en train de voir l'autorité religieuse éclater par des gens qui sont en contact avec des gens du net et on ne sait plus à qui il faut se fier. Le net est en train de perturber les références et les autorités. Et il y a des gens qui en jouent aujourd'hui, il y a des plateformes. Alors ça, c'est une première question. J'en ai encore deux et je m'arrête. La deuxième question, c'est effectivement... donc, attendez, la première question, c'est pourquoi la Syrie et l'Irak est pas bon. La deuxième question, c'est, de ce point de vue-là, le travail que nous avons à faire en amont, qui, aujourd'hui, est en train de faire travailler ces réseaux et de quelle façon. Et comment cela se fait-il, d'ailleurs, que dans un certain nombre de pays, on laisse de cette façon-là un certain nombre de... Mais attendez, si vous vouliez vraiment arrêter le processus, pourquoi vous laissez ces réseaux? Alors ce que nous disent les Américains, ils disent on surveille. On surveille et on identifie les gens. Alors vous avez vu les deux livres qui sont sortis aux États-Unis sur les informants, c'est-à-dire ceux qui sont payés par le FBI pour être dans des réseaux. Et en l'occurrence, ils sont dans des réseaux et ils laissent la personne aller jusqu'au moment où il va pouvoir avoir l'intention, ils l'arrêtent, ils le mettent en prison. Il n'a rien fait, mais ils le poussent et s'il accepte d'être poussé, c'est suffisant pour être condamné. Et donc là, il y a quelque chose qui est extrêmement malsain dans cette gestion. On dit, c'est pour savoir ceux qui potentiellement pourraient. Non mais attendez, potentiellement pourraient. Qui dans cette salle ne pourrait pas potentiellement devenir violent? Qui, quand on entend les rapports qui nous sont faits sur des gens qui sont en prison, on te dit, tu sais qui est à côté là? C'est ta soeur, on est en train de la violer. Et toi tu vas rester peace and love? Et attends, peace and love. Et il y en a certains, je vais même vous dire, des gens que j'ai connus moi, qui étaient des gens qui étaient d'une douceur incroyable, qu'on a rendu complètement extrémistes dans leur position. Ce qu'ils disaient après n'était pas du tout ce que je les ai entendus dire avant. Et à un moment donné, vous apprenez torture, emprisonnement, isolement, des choses qui sont de la folie. J'aimerais quand même vous dire qu'un certain nombre de personnes, ça fait 4 ans qu'ils sont à l'isolement, il n'y a rien. Donc ça, c'est une deuxième série de questions. Et le dernier élément que je voulais mettre en évidence, c'est aussi que si on veut lutter contre la radicalisation, si on veut lutter, il faut faire un travail d'éducation de base, il faut faire un vrai travail politique. Il y a des causes qui ne justifient jamais et qui peuvent expliquer un certain nombre de choses. Donc il ne faut pas justifier, mais il faut se poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Et aujourd'hui, le discours sur l'islam, les indignations sélectives de certains, vous pouvez voir des centaines et des milliers de personnes arabes, musulmanes, afghanes ou asiatiques mourir et le monde ne s'émeut pas. Et à un moment donné, vous êtes en train de nourrir une véritable frustration, les laisser pour compte des indignations internationales. À un moment donné, il faut se poser la question aussi de la justice sociale. Je veux dire que quand vous avez vu la réaction de l'administration américaine au coup d'État en Burkina Faso, ben je suis content que Jeune Exposition dit « Ah ben vous vous indignez pour le Burkina Faso et vous vous taisez pour l'Égypte ». Parce que le plus grand producteur d'extrémisme, c'est le dictateur, c'est la répression, c'est la politique de Sisi en Égypte qui pousse les gens à l'extrémisme. Et c'est ce qui s'était passé déjà en Algérie. Donc à partir d'un certain moment, on a des questions. Pourquoi ne travaille-t-on pas sur les causes? Et les causes sont en train d'entretenir ce climat-là. Donc, à nous d'être responsables, sans s'excuser tout le temps, de condamner et à un moment donné de poser des vraies questions, ces questions qui ouvrent le débat critique, qui ouvrent le débat avec nos autorités politiques. Vous ne pouvez pas nous demander à nous, citoyens, systématiquement de condamner sans vous poser des questions, sans avoir des comptes à vous demander sur quelle politique vous êtes en train de soutenir. Parce qu'à un moment donné, à force, je suis désolé, quand on voit ce qui s'est passé en Syrie et le silence de la communauté internationale, et à un moment donné, l'accord implicite qu'il y avait entre les Chinois, les Russes d'un côté, les Européens et les Américains de l'autre, pour ne rien faire, ils s'étaient mis d'accord pour ne rien faire. Parce qu'en fait, la réalité, elle est celle-ci. Économiquement et géostratégiquement, le désordre syrien et la mort en Syrie arrangent beaucoup plus de monde qu'elle ne dérange.
C'est peut-être ça aussi dont il faut qu'on se rende compte. Ce qui se passe au Moyen-Orient de déstabilisation maintenant a un agenda politique qui arrange beaucoup plus d'intérêts économiques et géostratégiques que le désordre politique ne semble nous le montrer. Voilà quelques questions. Je vous remercie. Donc, on va rapidement passer à un autre